Madame la présidente, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mesdames et messieurs les rapporteurs pour avis de la commission des affaires économiques, mes chers collègues, cher Christian Klinger, co-rapporteur, madame la ministre, permettez-moi une confidence. Je ne fais pas forcément partie des 16% de Français cités par le Premier ministre qui pensent que le gouvernement passera l'année 2025, même si je constate pour ce qui vous concerne que vous avez franchi la nouvelle année et c'est sans doute un moindre mal que le monde agricole bénéficie d'un peu de stabilité à la tête du ministère. La stabilité, j'aurais aimé qu'elle caractérise le budget que vous nous présentez. Force est de constater que le courage politique qui aurait supposé de trouver des sources massives de financement pour lutter contre le réchauffement climatique, soutenir les différentes filières en crise et aller plus loin dans les dispositifs d'aide aux agriculteurs, ce courage a manqué. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, il est difficile de faire abstraction de l'effondrement des crédits de la mission. Et je dois dire qu'il y a, selon moi, encore une vraie marge de progression. Les quelques 160 amendements déposés traduisant d'ailleurs bien des insuffisances, j'en soulignerai deux. D'abord, l'effort qui avait été consenti en 2024 sur le plan écologique n'est pas reconduit. Certes, reconnaissons-le, la fibre écologique du gouvernement Attal était largement fictive. Proposer des crédits que l'on n'a pas est une démarche spécieuse. Mais ce budget 2025 voit les crédits pour la planification écologique fondre aux 2/3. Une fonte encore plus rapide, comme on le disait en commission, que celle des glaces. Comme toujours, lorsque le conservatisme est au pouvoir, c'est l'environnement et donc les générations futures qui trinquent. Je regrette amèrement que 2025 marque le renoncement d'une agriculture faisant le pari de la planification écologique. Comment les agriculteurs pourraient-ils prendre le virage environnemental si nous n'accompagnons pas leur changement de pratique avec volontarisme? Cette diminution importante de plus de 600 millions d'euros doit néanmoins être nuancée puisque, et on doit le dire honnêtement, se trouve finalement dans la lignée des montants exécutés lors des exercices précédents. Davantage que le montant des crédits, je dois dire que c'est leur répartition au sein des programmes qui me pose problème. Le fait, par exemple, de présenter un budget avec 7 sous-actions de l'action 29 affiche un ligne budgétaire nulle, alors même que cela ne correspondrait pas pour partie à l'intention, me dit-on, du gouvernement. Cela nous serait même apparu intolérable dans un contexte d'examen plus classique. Que dire aussi de la baisse des crédits pour les politiques de sécurité et de qualité sanitaire de l'alimentation dans le programme 206 ? 30 millions d'euros en moins pour cette politique publique alors que le contexte sanitaire, vous en conviendrez, est loin d'être optimal. Ce n'est pas rassurant, même si je considère que l'essentiel est préservé puisque le nombre d'agents qui vont travailler sur la sécurité alimentaire et sanitaire augmente. Il y a donc quelques points positifs dans ce budget. Les crédits budgétaires de l'État consacrés au renouvellement des générations sont sanctuarisés. Si l'on ajoute à cela l'effort consenti au travers des différents dispositifs adoptés en première partie, les articles 18, 19 et 20, pour inverser la tendance sur la transmission des exploitations et sur le renouvellement des générations, même s'il reste une insuffisance sur le montant de l'AITA pour 2025 que nous comptons bien lever. Je vois un autre facteur positif, disons-le, dans ce budget, c'est la consolidation de certains dispositifs favorables aux travailleurs. On le sait bien, l'agriculture est un secteur très concurrentiel et si l'on n'adapte pas nos règles, on favorisera une certaine précarisation. L'exonération de certaines charges ou cotisations assure le maintien du volume global des heures salariées dans le secteur agricole, tout en donnant lieu à compensation à la mutualité sociale agricole. Pour moi, c'est un des moyens de lutter contre le travail illégal et les conséquences qu'il entraîne, en particulier pour des emplois à faible valeur ajoutée. C'est également un point auquel je prête évidemment une attention particulière dans les Outre-mer, car le salariat agricole y joue un rôle central. Je vois donc des avancées dans l'augmentation des crédits de protection sociale du programme 149, mais également dans la hausse des crédits consacrés au fameux TODE du programme 381, qui anticipe les conséquences de mesures très attendues, comme la prise en compte des 25 meilleures années pour le calcul des pensions de retraite et le rehaussement du seuil de dégressivité
du dispositif TODE. Évidemment, il y a 15% qui ne seront pas tout à fait éligibles et à la bonne hauteur de pension. Il faudra donc penser à cette frange-là. Alors, vous l'aurez compris, je considère que l'effort de l'État dans ce budget est réel, entre guillemets, que cela n'aurait pas de sens de voter contre ces crédits, faute de mieux. Mais le gouvernement doit encore revoir sa copie sur plusieurs points, notamment la répartition des crédits entre les sous-actions, sur le schéma d'emploi des opérateurs forestiers, mais aussi sur le différentiel entre les recettes et les dépenses du compte d'affectation spéciale agricole et rural, le CASDAR, qui continue de s'accroître. Cela finit par vraiment poser quelques questions, puisque le seul comptable du CASDAR a dépassé les 140 millions d'euros. Vous l'aurez compris, la commission des finances a émis un avis favorable, mais à titre personnel, je réserverai ma position en fonction de nos débats, avec l'espoir que vous nous apportiez au cours de cette séance des garanties supplémentaires. Madame la présidente, madame la ministre, messieurs les rapporteurs spéciaux, chers collègues, cela ne vous étonnera guère, mais contrairement à mes deux collègues et à la commission, je suis en désaccord avec le budget de cette mission proposé par le gouvernement. Avant d'expliciter mon opposition, je me permets tout de même de me satisfaire, madame la ministre, de votre promesse de revenir sur la suppression de 95 ETP de l'ONF. Il me semble indispensable, à minima, de maintenir ces effectifs afin de préserver nos forêts publiques. Il n'en reste pas moins que j'ai des divergences profondes sur les orientations du budget que vous présentez, madame la ministre. Ma principale préoccupation tient à la réduction drastique des crédits alloués à la planification écologique par rapport au budget de 2024, réduction de moitié en CP et des 2/3 en AE. Et je ne parle pas du nouvel amendement que vous avez déposé, madame la ministre, et qui rabote le périmètre de la mission de 285 millions supplémentaires. Cette baisse, on en reparlera, inconsidérée, menace notre capacité à anticiper et à prévenir les aléas. Présenter un tel budget avec de tels reculs sur les engagements écologiques, c'est nier le besoin d'adapter notre agriculture aux effets du changement climatique. Le fonds en faveur de la souveraineté alimentaire et des transitions est par exemple raboté de 85 millions d'euros. Mais l'exemple emblématique, c'est le pacte en faveur de la haie. Un an seulement après son lancement, il est raboté de 80 millions d'euros, soit 3/4 des crédits. Et je ne parle même pas du plan protéines et du diagnostic carbone qui, eux, ne sont même plus dotés. L'investissement dans la transition écologique représente un coût dans l'immédiat, bien sûr, mais en l'absence d'accompagnement par l'État, ce sont les agriculteurs seuls qui vont devoir assumer les chocs climatiques et sanitaires à long terme. Si la puissance publique n'intervient pas à l'heure d'urgence environnementale, quand interviendra-t-elle? Je vous le demande clairement, madame la ministre. Je rappelle une fois encore, et c'est la Cour des comptes qui nous le dit, que chaque euro investi dans la prévention en économise 7 euros en indemnisation et en gestion de crise. Ces dépenses de crise, assurément nécessaires, sont souvent mal calibrées car décidées dans l'urgence. Entre 2013 et 2022, les dépenses d'indemnisation et de gestion ont très fortement augmenté, passant d'environ 100 millions d'euros à plus de 2 milliards d'euros. Et la dynamique se prolonge puisque 2024 a également entraîné son lot d'indemnisation d'urgence. Entendons-nous bien, nous ne remettons bien sûr pas en cause la nécessité de réagir aux crises en pompiers pour éteindre l'incendie lorsqu'il est déclaré. Nous proposons plutôt de concevoir davantage les dépenses de la mission en architecte afin de prévenir en amont, autant que faire se peut, l'impact des crises. Une prise de conscience collective pour réduire la vulnérabilité du secteur agricole face aux risques est indispensable. Vous l'aurez compris, je vous l'ai déjà dit, je propose personnellement un avis défavorable sur cette mission dont je ne soutiendrai pas les crédits budgétaires. Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, il y a 10 ans, le législateur français engageait l'agriculture française dans le sens de l'agroécologie. De loi de finances en loi de finances, les moyens financiers attribués à la mission AFAR du budget de l'État se sont développés dans le sens d'un confortement de cette orientation. Une orientation vers l'agroécologie aussi nécessaire que majeure pour la performance de notre agriculture à l'ère des grandes transitions qui constituent désormais le cadre ou l'horizon de toutes nos politiques publiques. Aujourd'hui, la proposition de crédit pour l'agriculture présentée par le gouvernement de Michel Barnier, reprise in extenso, mais pas tout à fait, hélas, par celui de François Bayrou, marque plus qu'une inflexion conjoncturelle. Les diminutions de la mission AFAR de près de 13,5% en autorisation d'engagement et de plus de 6,5% en crédit de paiement en atteste. Et s'y ajoute, ou s'y ajoutera dans quelques minutes, 300 millions de diminutions supplémentaires. Le budget AFAR que vous proposez pour 2025, madame, est en rupture avec les budgets précédents. Moins 600 millions d'euros. Une gifle, en réalité, à l'ensemble du monde paysan.
À contrario de votre politique, nous considérons en premier lieu que la contribution budgétaire du ministère de l'Agriculture aux économies budgétaires de l'État dans son ensemble est absolument disproportionnée. Et en second lieu, qu'elle procède d'une volonté politique qui va à contresens des intérêts mêmes de l'agriculture française et de notre société dans son ensemble. C'est très exactement ce que traduit la baisse de 700 millions d'euros, soit moins 70%, excusez du peu, des crédits consacrés à la planification écologique. En incluant les 300 millions d'euros supprimés aujourd'hui, en plus, c'est l'équivalent de l'ensemble des moyens de la planification écologique qui aura disparu. Le plan est se voit raboter de 80 millions d'euros et le Fonds en faveur de la souveraineté nationale alimentaire des transitions enregistre une baisse de 85 millions d'euros. Des lignes budgétaires entières ne sont plus du tout dotées, comme le plan protéines, le diagnostic carbone, les mesures en faveur de la dynamique de l'aval filière bois matériaux ou encore la ligne défense des forêts contre les incendies. Par ailleurs, je regrette dans le contexte épisodique actuel, MHE, FCO, grippe aviaire, le Gers est tout particulièrement concerné, la diminution des crédits alloués au programme 206, sécurité sanitaire. La conséquence sociale directe de ces coupes claires, ce sera la suppression de plus de 150 équivalents temps plein dans les opérateurs du ministère, dont 95 ETP pour la seule ONF. Ni la loi d'orientation agricole que vous allez mettre au débat, ni la proposition de loi relative à l'exercice du métier d'agriculteur ne sont à la hauteur des enjeux du moment. Les enjeux, quels sont-ils ? Ils sont d'ordre économique, social et environnemental. La performance économique d'abord, par rapport au prix et au coût de production. En prenant acte de la nécessité de soutenir les filières et les productions en difficulté, c'est mal parti. La considération sociale ensuite, par rapport aux revenus et aux conditions de vie des agriculteurs dans leur diversité de conditions personnelles. À cet égard, la série en cours des lois Egalim vient hélas confirmer ce que nous vous disons depuis des années, sans régulation des prix de production et sans s'affranchir de certaines règles de l'OMC, je pense à la moyenne olympique, des pans entiers de filières et leurs territoires continueront à se paupériser. Et la rente énergétique, c'est cela qui se profile dans bien des endroits en France, ne réglera rien sur le plan alimentaire. Et enfin, la prise en compte de la question environnementale et climatique. Le sens de l'histoire et la responsabilité de notre humanité contemporaine, ce n'est pas de déconstruire méthodiquement, d'exercice en exercice, les fondements et les acquis précieux, partiels et fragiles aussi, de l'agroécologie développée depuis 10 ans, parfois dans la difficulté. Notre responsabilité politique devant les Français et pour les générations futures, dans un cadre européen qui demeure incertain, c'est de conforter, d'approfondir ce qui a été lancé sur la base de cet objectif de triple performance économique, sociale et environnementale. Ces trois aspects, qui sont autant d'enjeux, doivent être conjugués, composés de manière équilibrée pour développer l'agriculture française dans le sens de l'intérêt général. La performance économique nécessaire ne peut être traitée indépendamment de la question sociale ou environnementale et bien entendu territoriale. C'est un choix de modèle, j'en conviens, et c'est donc une question, on le sait tous, éminemment politique. Madame la ministre, le budget dont nous allons débattre ce soir y contribue-t-il? Non à ce stade, et moins encore ce soir, qu'hier, avec ce coup de rabot supplémentaire de 300 millions d'euros. Je souhaite malgré tout que les amendements proposés par notre groupe soient repris par notre Assemblée pour les filières avicoles, bovines et viticoles en particulier, que ni l'assurance, ni les réalités et les risques des marchés ne permettront de soutenir à la hauteur de l'investissement et du travail des agriculteurs concernés. Mais en tout état de cause, la diminution faramineuse de ce budget ne pourra recueillir un avis favorable de notre groupe. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le budget agricole est globalement en baisse de 13,4% en autorisations d'engagement et 6,5% en crédit de paiement pour 2025, et encore sans prendre en compte la baisse qui vient de nous être annoncée. C'est une baisse qui s'explique par un renoncement majeur aux mesures de planification écologique annoncées en 2023. Il s'agit d'une volonté politique assumée de renoncement en matière de transition écologique, moins 70% des crédits consacrés à la planification écologique pour 2025, ces crédits passant de 1 milliard d'euros à 300 millions. Le plan E se voit ainsi raboté de 80 millions d'euros, une chute de 75% en autorisation d'engagement et 33% en crédit de paiement.
La préservation et la reconstitution de nos haies est pourtant un objectif majeur en termes d'aménagement du territoire, de services rendus à la nature et aux sociétés humaines, et donc de transition agroécologique. Le fonds en faveur de la souveraineté alimentaire et des transitions enregistre quant à lui une baisse de 85 millions d'euros. Ce fonds a pourtant vocation à financer des démarches de structuration de filières dans une recherche de souveraineté alimentaire et d'accompagnement des agriculteurs face au changement climatique. Les sénateurs socialistes sont très attachés à ce virage agroécologique qui doit se faire en lien avec les territoires et en encourageant les circuits courts. Je regrette aussi la diminution prévue de cette mission pour 2025 des crédits budgétaires du Fonds stratégique forêt-bois, comme ça vient d'être dit. Une baisse de 3 millions d'euros. Ce fonds apporte pourtant un soutien très utile aux communes forestières. Des lignes budgétaires entières ne sont plus du tout dotées, comme le plan protéines, ce qui est inacceptable au vu des enjeux existants autour de notre autonomie protéique. La France n'est actuellement pas autonome dans ce secteur stratégique, que ce soit pour l'alimentation humaine ou animale. La ligne budgétaire diagnostic carbone n'est plus dotée non plus pour 2025, à l'heure où la décarbonation de notre économie est un objectif majeur. Il est ainsi indispensable d'accompagner nos agriculteurs pour poser un diagnostic, identifier les leviers et réduire les gaz à effet de serre, ainsi que favoriser le stockage de carbone. C'est la clé d'entrée pour un changement durable de nos pratiques agricoles. Pour 2025, la sous-action du programme 29, dynamisation de l'aval bois matériaux, n'est plus dotée non plus. Pourtant, la structuration de la filière de transformation du bois est essentielle pour offrir des débouchés et des perspectives économiques à nos producteurs, tout en intégrant objectifs de décarbonation de notre économie, notamment la stratégie nationale bas carbone. La ligne défense des forêts contre les incendies, dotée de 34 millions d'euros en 2024, ne sera pas dotée en 2025. Je regrette également que dans cette mission, le gouvernement propose de supprimer des postes pour l'Office national des forêts. En 20 ans, l'ONF a perdu près de 38% de ses effectifs, alors que ses missions demeurent les mêmes et sont même renforcées du fait des compétences du dérèglement climatique. De même, nous présenterons un amendement visant à renforcer les moyens humains du Centre national de la propriété forestière pour mener à bien sa mission de gestion durable des forêts privées. Je souhaite vous interroger, Madame la Ministre, sur le pourquoi de ces variations majeures de crédits dédiés à la planification écologique d'une année sur l'autre.